la main ou en l'écrivant dans le chat. Ça va être Dominique qui va me l'indiquer à ce moment-là, puisque je ne verrai pas nécessairement vos visages, puisque tous vos caméras seront fermées de toute manière. Donc, on va commencer ça. Donc, tout d'abord, bienvenue au premier webinaire Alus Lanaudière. Ça faisait un petit bout maintenant qu'on voulait faire ça, autant pour répondre aux questions des conseillers que informer les gens c'est quoi nécessairement le programme. Et pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, Alus Lanaudière, c'est un programme qui est chapeauté par l'Union des producteurs agricoles de Lanaudière et plus particulièrement le service d'aménagement et environnement, dont justement moi et Dominique on fait partie. Et moi, mon nom, c'est Valérie Audet. Je suis la chargée du projet Alus Lanaudière. Donc, je suis en quelque sorte coordonnatrice de ce programme-là. Fait que si vous avez des questions ou des projets potentiels, ça va être avec moi que vous allez prendre contact. Et on va commencer ça tout de suite. Donc, pour ce qui est de la présentation, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? En fait, comme ça a été mentionné dans les courriers que je vous ai envoyés, c'est tout d'abord, c'est quoi exactement le programme ALUS? C'est quoi le processus d'application pour chaque participant? Et ensuite aussi le financement qui est offert, et plus particulièrement en 2025 aussi. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer un peu c'est quoi toute la structure derrière le programme ALUS. ALUS, ce n'est pas un programme que nous, on a parti. Ça fait longtemps que ça existe. Aujourd'hui, on appelle l'organisation ALUS Canada. C'est un organisme caritatif national à but non lucratif. Puis eux, dans le fond, ils ont été fondés entre les années 2004 et 2007. C'est vraiment là qu'on a créé les bases. Et c'est venu de l'idée qu'on voulait en fait démontrer que les producteurs ne produisent pas nécessairement de la nourriture, mais aussi des services écosystémiques à travers les aménagements qu'ils vont avoir sur leur terre. Donc, avec cette idée-là en tête, on a implanté la première collectivité en 2008 et à ce jour, on peut compter 41 collectivités à travers le Canada. Donc, il y en a au Manitoba, il va y en avoir en Saskatchewan, Ontario, l'île du Prince-Édouard, Québec et ainsi de suite. Donc, vraiment à plusieurs endroits. Récemment, justement, la Naudière s'est jointe, dans le fond, en 2023, novembre 2023, donc on peut quasiment dire 2024. Fait que c'est vraiment depuis ce temps-là qu'on fait partie de la grande famille. Et plus particulièrement, en fait, au Québec, on a 5 collectivités, qui est la Montérégie, l'Outaouais, Chaudière-Appalaches, Laurentide et la Naudière. Et vraiment, la particularité, en fait, qu'on a avec le programme ALUS au Québec, c'est que c'est tout géré et chapeauté, en fait, par les fédérations régionales de l'UPA. Donc, c'est vraiment une particularité au Québec. Dans d'autres provinces, on va voir des MRC ou même des OBV prendre en charge ce programme-là, leur collectivité dans le fond. Mais au Québec, c'est vraiment les fédérations de l'Union des producteurs agricoles. Ça nous permet de développer ce programme-là directement dans un réseau de producteurs. Fait qu'on est déjà en contact avec eux. Fait que ça facilite en fait la prise de contact et aussi au niveau de la visibilité, ça nous permet d'aller chercher directement les producteurs. Fait que, même si justement la gestion est différente pour chaque collectivité, notre mission à tous, c'est de soutenir les producteurs agricoles qui établissent et entretiennent des solutions fondées sur la nature pour favoriser la biodiversité et renforcer la résilience climatique pour les collectivités et les générations futures. Donc, en gros, on veut vraiment appuyer tous les producteurs qui veulent mettre en place des aménagements qui vont favoriser la biodiversité et la résilience face au changement climatique. Donc, c'est vraiment la mission à tous, au final. Donc, une partie qui est très importante à spécifier pour les collectivités ALUS, c'est que la structure même du programme est basée sur le comité consultatif de partenariat. Pourquoi je vous explique tout de suite c'est quoi? C'est parce qu'ils vont faire partie d'une étape importante du processus de participants. Donc, je préférais vous expliquer c'était quoi le CCP. C'est comme ça que je vais le nommer, puisque comité consultatif de partenariat, c'est un long mot, un long titre. Donc, on va dire CCP à partir de maintenant. Dans le fond, leur rôle, c'est vraiment de prendre des décisions relatives au projet. Fait que tous les projets qui vont être soumis à travers le programme, au programme Alus Lanaudière, vont être validés, en fait, par ce CCP-là. Donc, c'est vraiment eux qui décident s'ils trouvent que ça respecte les valeurs de leur collectivité.
Ensuite, il va aussi avoir la promotion du programme, comme par exemple ici, vous voyez à l'écran, il y a moi-même, bien sûr, mais à côté, il y a mon président de mon CCP qui faisait la présentation avec moi à notre lancement. Donc, à plusieurs différents événements, les membres peuvent aller justement faire la promotion de notre programme, et autant avec les producteurs que sinon à des événements, comme par exemple à des événements tenus par l'OBV l'Assomption, il y a déjà eu des présentations. Donc, ça nous permet vraiment de en fait, d'avoir le contact direct avec les producteurs, mais aussi tous les clubs conseils. Sinon, il y a tout ce qui est planification stratégique et priorisation. Donc, chaque collectivité vont décider qu'est-ce qu'ils veulent prioriser. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont revenir, mais par exemple, justement, quel aménagement qu'on voudrait prioriser dans notre région, bien, on peut offrir une rétribution annuelle plus importante à certains aménagements qu'on juge peut-être prioritaires finalement dans notre région. Fait que c'est vraiment avec eux qu'on va stratégiser aussi pour aller chercher des bailleurs de fonds. On va aussi valider tout ça avec le CCP pour qu'on soit soutenu par des entreprises qu'on croit qui croient à nos valeurs en tant que programme. La composition, en fait, est très importante de ce CCP-là. Il doit avoir, dans le fond, 51% de producteurs agricoles. Pourquoi? Bien, justement, c'est un programme qui est pour les producteurs, mais on veut aussi qu'il soit géré par les producteurs. Fait que c'est vraiment important parce que on veut avoir leur vision des choses, on veut qu'ils puissent dire qu'est-ce qu'ils jugent être le plus important dans leur région. Déjà qu'ils sont directement dans le champ, ça nous permet d'avoir vraiment en fait, la réalité des choses. Sinon, mais pour le reste, le 49%, ça n'a pas obligatoirement besoin d'être 51 et 49, mais juste pour dire que dans le fond, l'autre partie, ça va vraiment être des acteurs régionaux. Fait que, par exemple, des services municipaux, les groupes environnementaux locaux. Dans notre cas à nous, on a différentes organisations dans la Naudière, dont l'OBV l'Assomption, donc Karine Oranger qui est présente avec nous aujourd'hui. Il va y avoir justement des conseillers de la MRC. Dans notre cas, c'est Sébastien Dixot de la MRC de l'Assomption. Il y a le Club Conseil qui ultérieurement était en fait avec Agri-Expert. Ensuite, on a des conseillers forestiers, donc Benoît Couture de l'Agence des forêts privées de la Naudière et Xavier Bernard du MAPAC. Donc, ça nous permet vraiment d'aller chercher une expertise dans tous les niveaux, autant municipal que peut-être plus gouvernemental, ou ceux qui sont justement plus sur le terrain. Fait que ça nous permet d'aller chercher des réponses rapidement. Si les producteurs ont des questions, on va aller chercher, combler l'information avec ces membres-là. Fait que c'est vraiment le fun. Ça nous permet vraiment d'avoir une représentation de toute la région, finalement, dans notre comité. Et j'en profite pour dire aussi que pourquoi j'ai mis le club conseil en vert, c'est que récemment, AgriExpert a fermé, donc on n'a pas de conseillers dans notre comité. Donc, on est à la recherche activement en ce moment de conseillers qui voudraient peut-être faire partie de ce CCP-là. Fait que je lance la balle comme ça. Et si c'est quelque chose qui vous intéresserait, vous pouvez me contacter, puis on pourra en jaser peut-être plus en détail à ce moment-là. Donc, on commence avec tout d'abord les critères d'admissibilité, particulièrement pour la collectivité Alus-la-Naudière. D'habitude, les critères d'admissibilité, justement, c'est assez similaire de chaque région, mais on spécifie quand même Alus-la-Naudière puisque ça peut avoir des petites variances de collectivité à collectivité. Donc, tout d'abord, c'est important pour nous que le producteur qui veut participer soit membre de l'Union des producteurs agricoles. Ensuite, on doit aussi être une productrice ou un producteur agricole reconnu par le MAPAC. Ensuite, il faut aussi justement s'engager à réaliser le projet pendant l'année et assurer sa réalisation. Il faut aussi avoir, en fait, un projet qui est à l'extérieur de la réglementation en vigueur. Fait que tout ce qui est bandes riveraines, ça doit être des bandes riveraines élargies pour respecter vraiment tout ce qui est aussi zone humide. On ne peut pas aller directement là-dedans. Il y a trop de réglementations qui nous empêchent ou qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Fait qu'on préfère de rester à l'extérieur de ces zones réglementées-là pour l'instant. À voir si ça va changer, mais pour l'instant, c'est nos critères qui sont en vigueur. Et pour terminer, avoir des terres localisées dans la Naudière. Je vais vous donner des exemples puisque c'est une question qu'on m'avait déjà posée. Un producteur qui a des terres à l'extérieur de la Naudière, mais qui vit à la Naudière, ne peut pas être pris par Alus-la-Naudière. Il faut vraiment que les terres et les projets soient situés dans la région. Mais, par exemple, un producteur qui vit puis qui a des terres dans les Laurentides et une partie des terres dans la Naudière, bien, la partie des terres qui est dans la Naudière peut être admissible au programme Alus-la-Naudière à ce moment-là.
Et voilà. Pour ce qui est du parcours d'un participant, à Luce-la-Naudière, moi, je l'ai divisé en fait en 8 étapes. Là, je ne vais pas toutes les lire tout de suite puisqu'on va les voir un à un, une à une, dans le fond, chaque étape, et qui est responsable, puis quel document qui doit être donné à quel moment. Fait que, je vais toutes vous les élaborer dans les prochaines diapositives. Donc, l'étape 1, qui est le premier contact, c'est la responsabilité du producteur. Il y a 2 options, dans le fond, qui est possible. Des fois, ça va être le producteur qui va me contacter directement. Dans le fond, il doit contacter le coordonnateur ALUS. Puis avec la vision, le type de projet qu'il a en tête et aussi sa localisation, moi, je vais le référer à une organisation de la région. Certaines collectivités ne fonctionnent pas comme ça, mais nous, on fonctionne comme ça parce qu'on a la chance, en fait, d'avoir plusieurs organisations sur le terrain qui sont très actives et qui travaillent beaucoup avec les producteurs. Donc, au lieu de prendre cette charge-là et faire l'accompagnement nous-mêmes, on préfère travailler avec les organisations pour leur offrir un accompagnement de qualité. Donc, par exemple, nous, on a déjà travaillé avec l'OBV L'Assomption, Agir Masquinongé, Zone Bayonne, Nature Action Québec, Agri-Expert et tout ça. Fait que, il y a plusieurs organisations qu'on a fait affaire. Sinon, l'option 2, le producteur peut décider en fait de contacter directement le conseiller ou l'organisation qui veut travailler avec. Ça arrive aussi justement que ce soit les conseillers qui me contactent directement déjà avec un projet en tête, puis c'est parfait. Il n'y a aucun problème. Ce qui va nous amener en fait à l'étape 2. La visite du site et la déclaration d'intérêt. Donc, c'est la responsabilité du conseiller. Là, vous allez voir à travers les différentes étapes que souvent, ça va être le conseiller qui va revenir et pas tant le producteur. Mais j'aimerais mentionner que quand même, le producteur a la responsabilité de fournir quand même les informations au conseiller pour que lui puisse fournir les documents nécessaires. Donc, oui, c'est le conseiller qui est affiché, mais il va devoir travailler évidemment en collaboration avec le producteur. Donc, pour revenir à l'étape numéro 2, la visite du site et la déclaration d'intérêt. Tout d'abord, il y a la visite du terrain qui se fait justement avec le producteur. Évidemment, là, vous êtes sûrement déjà au courant, vous allez là, vous faites la caractérisation, jasez de ce que le producteur envisage. Puis à ce moment-là, ben, une fois que ça c'est fait, ben, les documents peuvent être remplis. La première étape, qui est le premier document, en fait, c'est la déclaration d'intérêt. C'est un document, en fait, qui nous permet d'avoir l'information générale du producteur. Donc, ça ne l'engage en rien, c'est pas une entente ou quoi que ce soit, c'est vraiment une idée pour savoir qu'est-ce qu'il produit sur sa ferme, où est-ce qu'il est situé, justement les coordonnées, mais aussi ses intentions, genre pourquoi il s'inscrit à Luce-la-Naudière et quel projet qu'il avait en tête de faire. Une fois la déclaration d'intérêt remplie, vous pouvez me l'envoyer, évidemment. Ensuite, il y a aussi la conception justement des plans d'implantation, plans de localisation, l'estimé des coûts, la demande Prime Vert, le cas échéant. Dans le fond, le programme à Luce-la-Naudière est compatible avec Prime Vert. Donc, s'il y a une demande Prime Vert qui est faite en même temps, ben vous avez juste, vous devez m'envoyer quand même le montant que Prime Vert a l'intention de payer. Ça nous permet d'évaluer les montants qu'on peut attribuer au projet, mais aussi à produire des annexes qui vont être en lien avec l'entente de participants. Pour ce qui est de l'entente des voisins, l'article 986, en fait, c'est un article qui a été un peu problématique dans les dernières années. On a déjà vu des cas de conflits entre voisins qui a fait en sorte que des haies brisements ont dû être coupés en exigeant justement que, ben, en fait, le voisin avait dit que ça nuisait à sa production, donc il pouvait demander à son voisin de faucher. Puis ça a été des problématiques qu'on a vues, donc on préfère que les producteurs, si c'est un aménagement qui se situe à côté d'un voisin, doit avoir une entente de voisin, en fait. On en a une, nous, qu'on peut vous donner si c'est le cas de votre projet. Mais si vous en avez une entente que vous avez déjà produit avec votre organisation, vous pouvez utiliser elle aussi. Il n'y a pas de problème. Fait que c'est vraiment dans le cas où il serait sur la ligne séparatrice, dans les 5 mètres des lignes séparatrices des lots. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va demander ça. Ensuite, une fois que j'ai toute cette documentation-là, il va y avoir la révision du projet par le CCP, fait que le comité consultatif de partenariat. Puis la responsable, mais c'est moi, en fait, qui va prendre toute cette documentation-là et qui va le présenter au CCP.
Dans le fond, c'est eux qui vont, comme j'ai dit et comme j'ai expliqué tantôt, qui vont accepter ou refuser le projet. S'il est accepté, on va déterminer c'est quoi la rétribution annuelle que le producteur va recevoir. Vous avez le tableau de rétribution annuelle juste ici, mais par rapport à ce que tout ce qui est financement et les chiffres, on va en parler un peu plus tard suite à les différentes étapes du programme. Donc, on va aussi, à ce moment-là, établir si on peut couvrir un pourcentage des frais d'implantation euh, avec la collectivité. Donc, c'est vraiment la rétribution annuelle et les frais d'implantation. Si c'est accepté, c'est ça qui est décidé à ce moment-là. Ensuite, s'il est refusé, le producteur, il va pouvoir recommencer le processus, dans le fond, mais avec une version modifiée de son projet ou un nouveau projet. Si c'est accepté ou refusé, c'est vraiment en fait basé sur les valeurs du programme ALUS Canada et ALUS Lanaudière. C'est rare qu'on en refuse, mais par exemple, c'est sûr que si un ébrisement contient seulement une essence, ben, on juge quand même que il y a de fort grandes probabilités que ça va être refusé puisqu'il n'y a pas beaucoup de biodiversité puis que c'est notre objectif quasiment numéro un, là, finalement. Dans tous les cas, je vais envoyer une lettre de refus ou d'acceptation au producteur et au conseiller en même temps pour que les deux soient au courant du verdict du CCP. Pour ce qui est de l'étape numéro 4, en fait, une fois que le projet est accepté, on va passer à la signature de l'entente de participants. Fait que les responsables de cette étape-là, c'est le coordonnateur principalement et le conseiller pour une petite partie. Dans le fond, moi, en tant que coordonnatrice, je vais produire l'entente de participants. Les ententes de participants sont de 5 ans. Ce 5 ans-là, en fait, nous permet de voir l'évolution des aménagements et c'est vraiment plaisant de les accompagner à travers tous ces 5 ans-là. Fait que c'est pour ça, en fait, qu'on le fait sous forme de 5 ans. C'est pas trop long, mais en même temps, ça permet d'assurer une pérennité puisque cet aménagement-là doit être absolument gardé en place et entretenu pendant ces 5 ans-là. Ensuite, avec l'entente de participants, on va avoir l'annexe A, qui est la description et les détails du projet. Fait que c'est toutes les estimations de coûts, puis l'estimation des superficies reliées au projet. Ensuite, si c'est sur une terre louée, on va passer à l'annexe, on va produire un annexe D aussi. L'annexe D, dans le fond, c'est vraiment dans le cas où est-ce que, justement, c'est sur des terres louées. Il doit avoir, dans cette annexe D-là, dans le fond, il doit avoir la signature du propriétaire et du locataire. Le propriétaire doit dire, en fait, qu'il est d'accord que le locataire reçoive les rétributions annuelles et qu'il implante aussi cet aménagement-là. Fait que, dans le fond, c'est pour sécuriser l'aménagement qu'on doit faire cette annexe D-là, seulement sur des terres louées. Comme si vous connaissez votre alphabet, ben, vous voyez bien que A, D, ben, il manque l'annexe B, C. Mais ces annexes-là, en fait, vont être produites à l'étape 6, puis je vais vous en parler davantage tantôt, rendu à l'étape 6. Pour ce qui est du rôle du conseiller là-dedans, c'est vraiment juste en fait de nous retourner l'entente signée. Donc, le faire signer au producteur et de me le renvoyer. Fait que c'est tout simplement ça son rôle à cette étape-là. Petite mention importante, je dois mentionner que pendant l'entente de 5 ans, les crédits carbone sont réservés à Alus Canada pour la durée de l'entente. Ils ne sont pas vendus de manière indéterminée ou quoi que ce soit et les producteurs les reprennent en fait après leurs 5 ans s'ils désirent de pas renouveler leur entente. C'est surtout en fait pour une question de bailleurs de fonds, puisque Alus Canada reçoit des grands montants de bailleurs de fonds, fait que ça leur permet d'avoir de leur donner des rapports, des services écosystémiques qui sont rendus par tous les différents aménagements de Alus Canada. Donc, c'est pour cette raison qu'on doit réserver les crédits carbone et donc on ne peut pas être jumelé à un programme qui vend les crédits carbone ou qui prend eux aussi des crédits carbone. Voilà. L'étape 5, ça va être la mise en place du projet. Donc, la responsabilité, évidemment, j'ai écrit conseiller, mais on s'entend que le producteur va avoir une grande responsabilité aussi dans tout ça pour l'organisation. L'implantation du projet doit être celui qui a été présenté au CCP, bien sûr, et d'habitude, c'est justement printemps ou automne où est-ce que c'est implanté, les deux belles saisons de plantation. Il y a deux manières qui sont tout à fait adéquates en fait pour procéder pour l'implantation. Des fois, le producteur peut désirer faire l'implantation lui-même, puis il n'y a aucun problème. Ça nous est arrivé en 2024, ça s'est super bien passé. Fait que le producteur peut implanter lui-même. Ou sinon, ça peut être le conseiller qui fait l'implantation lui-même ou engage un entrepreneur pour faire l'implantation. Dans tous les cas, il n'y a aucun problème. Ça sera à organiser justement avec le producteur. L'information importante, en fait, à me fournir au coordonnateur,
c'est la date d'implantation, comme vous pouvez voir à l'écran, en fait, on aime ça se déplacer, puis prendre des photos, puis capter justement tout le processus d'implantation. Fait que ça nous permet justement de en même temps rencontrer les équipes qui travaillent sur ces projets-là, mais aussi voir le producteur, voir le lieu. Donc, on apprécierait beaucoup avoir les dates. En fait, il faut absolument nous les fournir. Ensuite, l'étape 6, financement et rétribution annuelle. Donc, les responsables là-dedans, ça va être le conseiller et le coordonnateur. Donc, une fois que le projet est implanté, il va y avoir certains documents que le conseiller va pouvoir produire, dont l'avis de conformité. Ça nous permet de savoir exactement c'est quoi la localisation, où est localisé, dans le fond, les points GPS pour tout le projet. Ensuite, il y a aussi le coût réel d'implantation qui va nous permettre aussi d'ajuster si on couvre une partie des coûts d'implantation. Il va y avoir le specimen check qui va être demandé, puisque pour la rétribution annuelle et aussi les coûts d'implantation, lorsqu'on va donner ces montants-là, ça va être par virement versement Interact directement. Donc, on fonctionne comme ça, c'est plus simple. Fait qu'il nous faut un specimen check pour ça. Ensuite, s'il y avait une demande prime vert, bien à ce moment-là, il nous faut l'avis de paiement final de prime vert. Ça nous permet de savoir combien prime vert paye, combien il reste à payer, puis en même temps, produire nos annexes B et C. Donc, une fois que tous ces documents-là sont reçus, ça va être mon rôle en tant que coordonnatrice de prendre tout ça ensemble, réajuster les rétributions. Donc, si la superficie a changé, je vais réajuster la rétribution. Et pour ce qui est des coûts d'implantation aussi, si on avait mis un pourcentage pour le coût d'implantation, bien, il pourrait être réajusté selon le coût réel de l'implantation. Puis à partir de justement ces chiffres-là, on va produire l'annexe B, qui est les coûts d'implantation et rétribution annuelle, tous les projets et détails confirmés. Donc ça, c'est tout ce qui est... l'annexe A, je vous rappelle, c'était tout ce qui était estimation. Puis l'annexe B, c'est la même chose, mais avec les coûts réels, finalement. Et finalement, l'annexe C, qui va être le plan du site, donc il va avoir une carte justement un peu à la Google Maps là, qui va nous permettre de voir exactement c'est où, situé à quelle adresse, puis quel est le nom de l'aménagement, quel type d'aménagement. Ça va tout être dans l'annexe C. Fait que dans le fond, l'annexe B et C va pouvoir être rangé et mis avec l'entente et l'annexe A pour compléter le tout. Sinon, pour ce qui est des dates de paiement, la rétribution annuelle, elle est donnée le 15 décembre. Des fois, ça arrive, par exemple, la première année, parce qu'on donne la rétribution annuelle à partir de la première année, l'année d'implantation du projet. Des fois, ça peut dépasser ces dates-là si on est un peu plus tard dans la saison. Ça peut arriver. Des fois, on attend justement, on va dire, l'avis de paiement final à la prime vert. Des fois, ça peut décaler les choses, mais c'est pas grave. On l'enverra un peu plus tard si c'est le cas. Sinon, à partir de là, à partir de la deuxième année, ça va toujours être le 15 décembre qu'on va viser pour la rétribution annuelle. Fait que ça va être là à ce moment-là. Et le coût d'implantation, s'il y avait un pourcentage qui était attribué pour couvrir des coûts d'implantation, ça va être 2 semaines après la réception de la lettre de confirmation. En fond, une fois que je vais avoir cette lettre-là, je vais l'envoyer au conseiller et au producteur. Et on va, suite à ça, ben, les 2 semaines qui vont suivre, c'est à ce moment-là, dans cette marge de temps-là, que le producteur va recevoir les frais couverts par Alus Lanaudière pour l'implantation. Par la suite, il va y avoir la visite annuelle, qui est la responsabilité finalement du coordonnateur, de la coordonnatrice. C'est vraiment en fait une des clés essentielles au programme qu'on trouve qui est une belle richesse qu'on offre, c'est d'aller voir l'aménagement à chaque année. Fait que c'est sûr que l'objectif à la base, c'est au moins d'assurer que l'aménagement est encore en place et en bonne santé. Mais on va aussi en profiter pour prendre des photos, des vidéos pour documenter la croissance de ces aménagements-là. Et surtout, en fait, on veut offrir un accompagnement aux producteurs. Fait que, si les producteurs vivent des difficultés par rapport à leur aménagement, ben, on va pouvoir soit les référer à quelqu'un si on n'a pas nécessairement les réponses ou ils ont besoin de quelqu'un pour faire l'entretien, mais on va être une ressource sûre à chaque année qui vont pouvoir appeler ou qui vont pouvoir nous poser leurs questions sans problème. Puis toujours être là justement pour les soutenir à travers l'entretien de cet aménagement-là qui a été implanté à la base avec Alus Lanaudière en partie.
c'est important de noter que justement, s'il y a un aménagement qui a été fauché sans préavis, tu sais que j'arrive là-bas puis que l'aménagement n'est plus, puis il a été coupé, ben à ce moment-là, c'est sûr que le producteur devra rembourser une partie des coûts d'implantation couverts par la collectivité. Si un producteur le sait qu'il doit faucher son aménagement pour une raison X, il faut vraiment en fait qu'il nous donne un préavis de 30 jours avant de le faire. À ce moment-là, il n'y aura pas de remboursement, ça va rester tel quel. C'est juste une petite mention importante à savoir. Pour ce qui est de la visite annuelle, on a, à partir de la 3e année de vie d'un aménagement, on a la visite d'une tierce personne. Cette étape-là, c'est vraiment, c'est Alus Canada, en fait, qui va engager une tierce personne, enfin une organisation, pour faire l'évaluation ou comme la vérification, en réalité, de 10% des projets de 3 ans et plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment juste parce qu'eux, ils doivent vérifier que la collectivité Alus-Lanaudière ou justement la fédération respecte bel et bien l'engagement et les données qui rentrent sont véridiques dans leur base de données. Donc, c'est plus une vérification par rapport à nous qu'aux producteurs, mais c'est juste pour dire que c'est une visite que les producteurs vont éventuellement vivre une fois que notre collectivité va avoir 3 ans de vie. Puisque, comme certains d'entre vous le savent déjà, nous, on a eu nos premiers projets d'implantation en 2024. Donc, on n'a pas encore eu cette visite d'une tierce personne, mais dans les années à suivre, dans encore 2 ans, on va pouvoir commencer à faire cette vérification-là avec Alus Canada. Pour ce qui est du renouvellement de l'entente, qui est la dernière étape, les responsables sont justement le coordonnateur, donc moi-même, et le producteur. Le conseiller n'est pas là puisque cette étape-là arrive seulement à la fin de la 5e année, dans le fond, à la fin de leur entente de 5 ans. Donc, moi, je vais contacter les producteurs pour leur offrir la possibilité de renouveler leur entente. Comme je l'avais dit, c'est des ententes de 5 ans, mais elles sont renouvelables par tranche de 5 ans de manière indéterminée. Donc, ça va nous permettre de voir des aménagements évoluer sur plusieurs années. Comme par exemple, dans d'autres collectivités, de Alus Canada, comme par exemple, j'avais dit en 2008, il y avait eu la première collectivité qui est encore en train de rouler sa bosse, comme si je peux dire ça. Ben, ils ont des aménagements que ça va bientôt faire 20 ans qu'ils vont suivre. Fait que ça permet vraiment de suivre l'évolution de l'aménagement, mais accompagner les producteurs à travers toutes ces années-là. Fait que c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on cible en fait. L'idéal, c'est que le producteur renouvelle leur aménagement, renouvelle leur entente. Donc, si un producteur me dit oui, qu'il désire renouveler son entente, on va produire une entente de renouvellement pour un autre 5 ans, ce qui va assurer encore pour un autre 5 ans la rétribution annuelle, le suivi annuel et l'accompagnement pour les 5 prochaines années. Donc, c'est vraiment ce qu'on cible, mais comme je dis, il y en a des fois qui désirent ne pas renouveler leur contrat, puis leur entente, et à ce moment-là, on va juste cesser. Dans le fond, l'entente de 5 ans va prendre fin. Par la suite, ben, le paiement annuel aussi, le suivi et l'accompagnement ne seront plus là puisqu'ils se seront retirés de la grande famille d'Alus-Lanaudière. Donc, c'est cette étape-là. Et le rôle, finalement, pourquoi que je dis que le responsable, c'est aussi le producteur, ben, le producteur doit me retourner l'entente de renouvellement signée. Donc, c'est vraiment juste pour ça qu'il est partie des responsables de cette étape. Donc, maintenant que les 8 étapes sont complétées, je vais vous parler du financement qui est offert. Dans le fond, Alus-Lanaudière, la base même du concept de Alus, en fait, c'est vraiment d'offrir une rétribution annuelle. C'est autant pour l'entretien que pour le sacrifice de terre qu'ils font en faveur de justement autant leur culture, mais surtout pour l'environnement local. Ces rétributions-là annuelles, vous voyez le tableau ici, sont votées par le CCP. Alors, dans notre cas, pour Alus-Lanaudière, il y a tout ce qui est plantation d'arbres et arbustes, ça va être 700 $ par hectare par année. Sinon, tout ce qui est herbacé, dans le fond, semences d'herbacées, bandes ou îlots fleuris, ça va être 350 $ par hectare par année. Ensuite,
agriculture adaptée. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne veut pas juste financer des aménagements, mais aussi des pratiques agriculturales qui vont être bénéfiques. Fait que pour l'instant, ce qu'on a décidé d'adopter comme agriculture adaptée, c'est le retard de fauche et le retard de pâturage. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savent, les oiseaux champêtres sont dans une situation où est-ce que leur population est en déclin. Donc, tous les producteurs qui veulent aider, surtout particulièrement la goglu des prés qu'on cible ici, ben, à ce moment-là, il doit retarder sa fauche au 15 juillet. Puis s'il fait ça, ben justement, il va recevoir 175 par hectare par année. Donc, c'est sûr que nous, on fait la vérification à chaque année, idéalement le plus proche du 15 juillet pour être sûr que la fauche n'a pas été faite avant ça. Puis, ben, sinon, si on voit que la fauche a été faite, ben, c'est comme briser son contrat. C'est le même principe qu'un aménagement. C'est comme s'il avait décidé de faucher l'aménagement. Donc, on doit enlever le contrat à ce moment-là. Donc, sinon, pour tout autre aménagement, parce que des fois, il y en a qui ne vont pas nécessairement cadrer exactement dans une catégorie, ben, à ce moment-là, ça va être évalué par le CCP, ce qu'on va attribuer comme rétribution annuelle. Donc, le CCP, eux, c'est pas encore nécessairement arrivé, mais on va vraiment se baser sur les catégories qui existent, puis selon ce qu'on pense qu'il serait plus adapté à la réalité du... Oh, excusez-moi. J'avais oublié de fermer mon téléphone. Sinon, on a aussi la possibilité, en fait, de financer des nichoirs ou des dortoirs. C'est juste qu'ils doivent absolument être dans un aménagement. Donc, on ne peut pas, vu qu'on fait une rétribution annuelle basée sur une superficie, on ne peut pas rétribuer un seul point. Donc, il faut que ce point-là se retrouve dans l'aménagement d'un producteur. Fait que c'est possible. Donc, ça, c'est une autre affaire qui doit être évaluée par le CCP. Pour ce qui est de, dans le fond, le coût d'implantation, c'est un pourcentage qui est couvert par la collectivité, mais qui est revu à chaque année selon les fonds disponibles. Puis c'est ajustable en cours d'année, dépendant de si on réussit à avoir d'autres bailleurs de fonds au cours d'année. Présentement, avec l'année 2025 assez particulière avec, au niveau des financements et des programmes disponibles, on ne peut pas assurer de pourcentage de coût d'implantation. C'est sûr qu'on est encore en discussion avec des bailleurs de fonds potentiels, puis qu'on sait qu'ils sont intéressés à donner. C'est juste une question de c'est quel montant qui va être donné, tout ça. Donc, ce sera réajusté au courant des prochains mois, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire aucun pourcentage. Pour l'instant, c'est 0% puisque les fonds ne sont pas nécessairement disponibles. On doit vraiment assurer nos rétributions annuelles en priorité. Sinon, un autre fait important, comme j'ai mentionné tantôt et que vous avez pu voir à travers les différents documents qui sont à donner, le programme est compatible avec plusieurs autres programmes de financement tant qu'ils ne prennent pas non plus les crédits carbone, comme j'ai mentionné. Puis justement, il y a le programme Prime Vert qu'on est compatible. Donc, eux, c'est 70 à 85 si je ne me trompe pas. Je sais que j'ai du monde du MAPAC dans la salle, donc j'espère que c'était les bons chiffres. Mais c'est ça, ça permet quand même aux producteurs de, oui, aller chercher une rétribution annuelle, mais avoir justement 70 à 85 des frais d'implantation qui sont couverts par Prime Vert. Et dans tous les cas, c'est sûr qu'il n'y aura pas 100 des coûts d'implantation qui seront couverts. On trouve que c'est quand même important que les producteurs aient un montant dans tous les coûts d'implantation qu'ils couvrent eux-mêmes, puisque ça permet d'avoir justement un lien plus concret avec l'aménagement. Si c'est payé à 100 des fois, c'est plus facile de faucher ou quoi que ce soit. Fait que c'est important aussi que le producteur ait ce lien d'attachement-là avec cet aménagement-là. Voilà. Donc, suite à tout ce que je vous ai mentionné aujourd'hui, on a produit notre guide du demandeur dans les dernières semaines qu'on a travaillé pour sortir justement en même temps que le webinaire. C'est un guide du demandeur qui vraiment, comme je vous ai fait aujourd'hui, va résumer chaque étape, c'est quoi le programme ALUS aussi, justement les financements qui sont offerts et aussi les coordonnées de la coordonnatrice, finalement moi-même. Fait que c'est un programme qu'on va vous envoyer à tous, tous ceux qui sont présents aujourd'hui ou qui s'est inscrit et qui n'ont pas pu assister. C'est un guide qu'on va vous envoyer en même temps que l'enregistrement de cet épisode-ci. Comme vous pouvez voir, il y a aussi une page justement qui est le résumé de tous les documents importants qui sont à donner, puis c'est qui doit les donner. Donc, c'est vraiment, ça va vraiment être un aide-mémoire pour tout le monde. Et en même temps, justement, il y a aussi dans le PDF directement un lien qui va être cliquable pour aller directement aller chercher directement la déclaration d'intérêt et
aussi justement avoir accès à Fort aux questions, qui est celui de Alus Canada, qui permet de répondre à plusieurs questions qui reviennent souvent. Fait que ça va vraiment être un outil très important, très utilisé, je crois, par les conseillers qui vont vouloir faire partie de cette grande famille d'Alus Lamontière. Fait que si vous avez des producteurs qui seraient intéressés en même temps, ben, vous allez pouvoir leur référer ce guide-là pour qu'ils comprennent c'est quoi toutes les étapes finalement d'une demande et de leur participation. Donc, maintenant, je suis rendue à vous demander si vous avez des questions. Est-ce que je vais me référer à Dominique puisque je ne vois pas vos visages, mais Dominique, est-ce qu'il y avait des questions? Pour l'instant, il n'y a pas de main levée, puis il n'y a pas de OK. questions non plus dans le Ben, clavardage. Donc, une ça main veut dire que j'ai ici. fait une bonne job. Je suis Bonne fière de moi. job. J'ai deux mains levées. Premièrement, Ah, Amélie oui. Saint-Yves. Oui. Oui, bonjour, Amélie Salut, Amélie. Saint-Yves, chez Agir Masquinongé, l'organisme de bassin versant pour la rivière Masquinongé. Pour cette année, moi, je t'avais envoyé une demande pour un Oui. nouveau projet en janvier. Je n'ai pas Oui. eu aucun retour. Est-ce que vous allez avoir une rencontre du comité du Oui. CCP? On en a Oui. eu un. C'est sûr que là, avec, comme j'ai mentionné, avec les pourcentages de financement, c'est ça que j'attendais beaucoup avant de te répondre. C'est pour ça que ça a été plus long. Mais on va avoir une rencontre à la fin juin pour valider les projets. Puis si tu veux, suite à l'enregistrement, tu peux rester avec moi. Je peux aussi te répondre si ton projet ou non est accepté, puisqu'on l'a déjà validé avec le CCP. Donc, si tu veux rester avec moi, je pourrais t'en dire davantage après. OK, parfait. Mais les formulaires à remplir, ils ont-ils changé depuis l'année dernière pour les Non, prochaines pas du demandes? tout. Tu as tout Non? bien rempli les documents. Tous les documents que j'avais besoin étaient là. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà la réponse que je pourrais te dire tantôt, si tu veux. Parfait, merci. Merci, Amélie. Ensuite, Alex Pelletier. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Valérie. Donc, je voulais juste savoir tout à l'heure, c'était clair qu'il faut que la terre soit physiquement dans le territoire, il faut qu'on ait un producteur enregistré et un exploitant enregistré au MAPAC également. Au niveau du zonage, y a-t-il une contrainte? Faut-il que ce soit en zone agricole? Y a-t-il d'autres contraintes de ce type-là? Ou... Oui, ben c'est sûr qu'il faut que ce soit en zone agricole, puisque justement, souvent ça doit être proche justement de tout ce qui est production. Mais il y a déjà eu des projets où est-ce que c'était quand même sur les bâtisses, mais tous les projets qu'on a eus pour l'instant, c'est en zone agricole, là. Je ne crois pas qu'on peut accepter des projets pas en zone agricole, puisque c'est notre cible prioritaire. OK. Merci. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Parfait. Allez-y, gênez-vous pas. C'est le moment. Ben, sinon, je vais quand même continuer, là. C'est pas grave si vous avez une question qui vous vient en tête d'ici la fin de la présentation, n'hésitez pas à lever votre main. Alex Pelletier a peut-être une deuxième question? Ah, ben oui, il n'y a pas de problème. Ben oui, je vais me lancer. Là, tout à l'heure, Oui. je comprends bien qu'en 2025, là, il n'y a pas de coûts d'implantation qui peuvent être financés via ALUS. Par contre, là, si éventuellement il y a des coûts d'implantation qui peuvent être financés, est-ce que c'est toujours complémentaire? Tu sais, vous donniez l'exemple tout à l'heure de prime vert. Donc, si l'agriculteur, pour un projet d'implantation de 10 000, va chercher 7 000 au MAPAC, vous pourriez, le 3 000, vous pourriez peut-être compenser un pourcentage de ce 3 000-là? Exactement ça. C'est sûr que c'est notre objectif, en fait, de jumeler prime vert le plus que possible parce que justement, ça permet d'aller en plus couvrir un autre pourcentage que juste le 70 à 85 couvert par le prime vert. Fait que oui, il n'y a aucun problème que les deux peuvent être jumelés sans problème. Parfait, c'est super intéressant, merci. Une question de Sophie Rivet-Auger. Oui, bonjour. Moi, je suis conseillère dans Mauricie, puis Centre du Québec, puis donc je venais un peu en éclaireur aujourd'hui. Je voulais savoir, est-ce que vos collègues, vous avez d'autres collègues dans d'autres UPA qui regardent votre programme, puis qui regardent pour l'implanter aussi dans nos régions?
Oh que oui, il y a vraiment, en fait, il y a vraiment une grande demande des fédérations là, pour implanter plus de collectivités à l'US au niveau du Québec. Je pense que ça va être une question de temps. On ne pourra pas partir toutes les collectivités en même temps. Question que justement, l'US du Canada doit être capable de aussi financer ces collectivités-là. Mais je pense même qu'il va en avoir une nouvelle qui va sortir en 2026. Donc, j'ai déjà entendu plusieurs UPA dire que justement, ils veulent implanter une collectivité. Je pense que ça va juste être au rythme, en fait, de Alus Canada pour éviter de ne pas être capable de soutenir toutes ces collectivités-là. Bon, parfait. Puis avez-vous un insight de savoir est-ce que Mauricie, Centre du Québec, on approche ou on est encore loin? Je suis incertaine. Je sais pas. Je sais que Jennifer est dans la salle. Je ne sais pas si elle peut répondre à cette question-là. C'est en fait la chef divisionnaire de Alus Canada. Donc, Jennifer, est-ce que tu penses que tu pourrais me dire si tu as le droit de répondre à la question ou non, ou c'est pas encore assez avancé dans le processus? Dans le fond, en fait, j'ai pas nécessairement de réponse officielle pour répondre directement à la question, mais je peux mentionner qu'avec l'UPA du Centre du Québec, nous avons déjà eu des discussions, des présentations avec eux, directement là, avec un genre de comité, en fait, pas un comité, mais avec des gens intéressés, là, des producteurs, et puis des membres des partenaires. Donc ça, cette rencontre-là, Chambre du Québec, elle a déjà eu lieu, mais pas dans la Mauricie. Donc la Mauricie, on n'a pas eu officiellement de déclaration d'intérêt, par exemple, de l'UPA en soi. Donc pour la Mauricie, non, mais pour l'UPA de Centre du Québec, oui. Bon, mais parfait. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de producteurs qui vont être très intéressés par ce genre de programme-là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Dominique? Non, moi, je ne vois pas d'autres questions. Pas de main levée, pas de questions dans le clavardage. Parfait. Mais merci à ceux qui ont osé demander une question. Des fois, ça peut être intense ou comme je sais qu'au niveau des écrans, ça peut être un peu plus difficile de se prononcer. Mais donc, merci à ceux qui ont posé des questions. Donc, pour compléter ma présentation, je ne peux pas passer à côté de remercier nos partenaires. En fait, il y a Alus Canada, bien sûr, mais aussi le MAPAC qui nous finance à travers le programme Prime Vert. C'est nos bailleurs de fonds majeurs. Sinon, on a aussi plusieurs municipalités et villes qui sont des partenaires de notre collectivité. Ça nous permet en fait de travailler avec plusieurs acteurs dans notre région, puis justement créer une relation le fun et positive avec les municipalités et villes. Donc, je vais les remercier eux aussi. Il y a la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, que eux sont des partenaires bronze. Et par la suite, on a nos partenaires collaborateurs qui vont être Saint-Thomas, Sainte-Élisabeth, Sainte-Mélanie, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies, Joliette, Mandeville, Saint-Barthélemy, Saint-Didas, Saint-Esprit, Terrebonne, Crabtree et Saint-Roch-Lachigan. On est toujours ouvert à d'autres municipalités qui voudraient se joindre. Donc, si vous en connaissez, vous pouvez nous les référer avec plaisir. On aime ça travailler avec eux. Donc, le plus qu'on est heureux. Sinon, il me reste seulement à vous remercier, en fait, vous, les participants, d'être inscrits, en fait, à ce webinaire-là, la première version du webinaire Alus Lanaudière. Merci de vous être inscrits. Merci de votre présence. Puis, j'espère vraiment que c'est une présentation qui va vous avoir été utile. Et comme je l'ai dit, vous allez aussi recevoir le guide du demandeur qui va vous être envoyé en même temps que cette présentation-là. Cet enregistrement va être aussi disponible sur la chaîne YouTube de l'UPA, Lanaudière, disponible aussi sur notre page web. Donc, n'hésitez pas à les envoyer à des producteurs s'il y en a qui aimeraient ça, en savoir davantage sur le programme. Donc, ça va donner fin à ma diapositive. Et on peut cesser l'enregistrement, Dominique. Et il va me rester juste à vous souhaiter une belle journée. À part s'il y a quelqu'un qui aurait une autre question.